À ce congrès très riche d'enseignements. Et j'associe à ma présentation le Collège de chirurgie orthopédique et la clinique du sport de Bordeaux-Mérignac, le Collège de cardiologie, avec un de ses piliers des explorations vasculaires, Luc Ornelot, qui modère la session, le Collège de chirurgie vasculaire de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, et tous les exploreurs en vasculaire, médecins vasculaires et imageurs en tout genre. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans la présentation de ce topo, qui concerne donc le syndrome de Loge. Alors à l'ère de la googlisation des informations, des recherches, de pathologies et des traitements de la part de nos patients, et il faut bien l'avouer, de notre côté aussi, on distingue le syndrome de Loge aigu et le syndrome de Loge chronique. Le syndrome de Loge aigu, syndrome Crush syndrome, syndrome de Bywaters, pour le situer, la hantise des chirurgiens orthopédiques dans les complications de fractures, de traitement de fractures du tibia dans les enclouages centromédulaires, et les syndromes de Volkmann qu'on a connus, dont on nous parlait quand on était externe aux urgences, et enfin les syndromes de Loge aiguë dans les segments de grands brûlés. Ce ne sera pas qui aboutissent donc tous conjointement à des aponeurotomies de décharge en urgence. Ça ne sera pas mon topo. Mon topo, c'est le syndrome de Loge chronique, et vous avez l'acronyme anglo-saxon pour les recherches bibliographiques. C'est une pathologie qui n'est pas enseignée, pas suffisamment enseignée dans le cursus universitaire, c'est méconnu, sous-estimé, et c'est vraiment une entité nosologique à la confluence de toutes les disciplines de médecine et de chirurgie. Ainsi, les gens qui nous sont adressés à la clinique du sport pour ces démembrements diagnostiques viennent des cabinets de médecine du sport, de médecine vasculaire, de neurologie, d'orthopédie, de radiologie, beaucoup aussi de la part des kinésithérapeutes du sport, des podologues du sport, et même des préparateurs physiques qui sont très fortement concernés par le problème de ces jeunes sportifs. C'est un diagnostic possible de ce grand cadre nosologique des syndromes douloureux chroniques s'exprimant à l'effort des membres inférieurs. J'y reviendrai dessus. Il fait état d'une inadéquation au niveau physiopathologie entre un contenant et un contenu. Le contenant, c'est cette enveloppe des compartiments musculaires qui peut avoir une faible élasticité d'origine congénitale, mais également acquise par des phénomènes de microtraumatologie au niveau des interfaces musculo-aponeurotiques. Ce sont les fameuses petites déchirures périphériques musculaires qui peuvent induire des épaississements aponeurotiques. Et l'inadéquation entre le contenant et le contenu tient également du fait de l'augmentation du volume musculaire par l'augmentation en particulier du débit vasculaire d'effort au niveau des volumes des compartiments, mais peut également être la conséquence d'une gêne au retour veineux. Et il en a été question dans les gênes au retour veineux, les pièges popités veineux vasculaires. En définitive, ce syndrome de Loge chronique, on en fait le diagnostic par l'anamnèse, avec des caractéristiques tout à fait évocatrices. Il s'agit donc d'une claudication douloureuse d'effort, jusque-là rien d'original par rapport à toutes les claudications vasculaires, qui survient au bout d'un intervalle libre sans douleur, qui impose l'arrêt de l'effort, laquelle douleur est régressive à l'arrêt de l'effort, mais surtout c'est le caractère de striction, de constriction, de serrage de l'ensemble de la loge musculaire concernée, et les patients évoquent des sensations de jambes de bois ou de segments de mollets ou de jambes bétonnées. Et il faut faire préciser si, lors de cette sensation à la palpation, si le segment de jambe est induré à la palpation, et c'est un des éléments clés également du diagnostic dans l'approche de l'examen clinique. La prévalence dans la population générale des syndromes de Loge chronique reste inconnue, et dans la population sportive, assez difficile à estimer. Il faudrait faire vraiment des grands recueils statistiques. On essaie, mais ce n'est pas toujours très facile. Mais c'est le rôle de tous nos collèges et sociétés savantes. Il touche à 95% le membre inférieur, et particulièrement le segment sous-gonal. Donc effectivement, c'est un diagnostic différentiel des pièges poplités. Il survient lors de pratiques sportives, qu'elles soient civiles et militaires. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a un gros recrutement de syndrome de Loge chronique émanant du milieu militaire. À 70% sont concernés des activités courues. Alors ce ne sont pas des coureurs à pied exclusifs, mais ça peut être des joueurs d'équipes de sport co, foot, rugby, basket, qui dans leur préparation physique ont de la course intégrée.
À 80 à 90% selon les séries, ce sont des formes qui sont bilatérales, donc il existe des formes unilatérales et qui ont quand même, dans la majorité des cas, une cause traumatique préalable, donc un syndrome de Loge chronique qui viendrait secondairement un traumatisme qu'il faut aller rechercher à l'anamnèse. Les données épidémiologiques, je vous ai mis ici en bleu, les données qui sont concordantes entre ce qu'on trouve dans la littérature et notre série bordelaise. Notre série bordelaise, elle concerne depuis donc, le siècle présent plus de 500 cas, sachant que ces 500 cas sont clairement analysés depuis 2009, date de recueil informatique, et avec des mots-clés identifiés sur cette pathologie-là. Donc ça relève en définitive, nous on a en moyenne 38 à 40 cas identifiés, confirmés par an. Ce sont des populations jeunes, hein, en moyenne 20 à 25 ans, une prédominance masculine sur laquelle nous on a vraiment une tendance à légalisation, presque une normalisation du sexe ratio, puisque dans la littérature on trouve 4 hommes pour une femme, mais vous voyez, entre 2016 où on est à 3 pour 1, on est déjà à moins de 2 pour 1 en 2022. Pourquoi? Parce que généralisation de la pratique sportive des féminines, féminisation aussi du milieu militaire, indéniable, dans cette évolution statistique. Le retard diagnostique est estimé en moyenne autour de 22 mois, ce qui relève exactement du même cadre neurologique des pièges poplité vasculaires qui ont été évoqués précédemment. Hein. Vous voyez, quasiment 2 ans de retard diagnostique, d'où une errance à la fois diagnostique avec beaucoup de consultations préalables et des errances thérapeutiques. Alors, les patients qui arrivent à notre consultation, ils ont vu des kinés, des podologues, des ostéos, des chiro, enfin, ils ont essayé plein de régimes et c'est assez singulier comme parcours. L'épidémiologie concernant les formes, les formes des loges antéro-externes sont prédominantes à 75%, 25% dans les séries de loges postérieures, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formes combinées avec des gens qui ont à la fois des loges antérieures, loges externes et loges postérieures concernées. Les diagnostics différentiels, ce sont les diagnostics différentiels de ce fameux gros cadre nosologique des syndromes douloureux chroniques des membres inférieurs. Alors on dit chronique, c'est au-delà de 6 mois, et des membres inférieurs, là, on se limite à l'étage sous-gonal, donc sous le genou. Donc bien évidemment, les pièges poplité vasculaires pour les douleurs des syndromes de loge postérieure sont en diagnostic à la fois différentiel et d'association potentielle, d'où la nécessité d'explorer les deux pathologies. Les claudications vasculaires, on n'a pas évoqué tout ce qui est vascularite, tout ce qui est pathologie vasculaire de microangiopathie des jeunes et en particulier d'imprégnation cannabique, parce que ce n'est pas parce qu'ils font du sport et qu'ils sont jeunes qu'ils ne fument pas ou qu'ils ne consomment pas du cannabis. Les myopathies par intolérance musculaire d'effort sont vraiment des gens qui sont explorés très jeunes dans des unités neuromusculaires. Et là, nous, on a le CHU qui explore ça pour tout ce qui est myopathie métabolique et toutes les pathologies neurologiques qui sont complexes à dépister. À l'état basal, au repos, quand il se présente à la consultation, on a un examen quasi muet. Tout au plus, parfois, on peut dépister des hernies musculaires, ce qui peut donner une petite orientation, mais ce qui ne demeure pas spécifique de la pathologie, puisqu'on peut avoir des hernies musculaires du segment jambier sans avoir de pathologie de syndrome de Loge chronique. Le plus intéressant, le plus contributif, c'est sensibiliser son examen par une activité qui est sportive, qui déclenche préalablement la douleur, ce qui permet d'avoir ce caractère de loge indurée à la palpation, avec cet élément qui doit vous orienter vers cette pathologie, c'est la persistance des poux périphériques. Et ça, c'est quand même essentiel, parce que c'est quand même un gros élément clinique différentiel avec les claudications vasculaires révélées, démontrées et à retenir. Là, vous avez des cas d'hernie musculaire, donc en orthostatisme, on les voit mieux, en position de chou sur la gauche, et a fortiori après avoir couru sur tapis. Les dépistages de syndrome de loge chronique de loge antéro-externe, de jambes, Charles Opin avait décrit une technique de battre la mesure à un tempo d'un battement par seconde et avec une comptabilité. C'est un test qui a une valeur, qui n'a pas une grosse spécificité, mais qui est intéressant pour un peu dépister quand
on veut avoir au moins un examen de cabinet facile d'accès. En définitive, au stade de l'évocation à l'interrogatoire de ce diagnostic de syndrome de Loge chronique, tous les examens préalables qui ont été faits d'origine vasculaire sont revenus normaux et on a éliminé tous les diagnostics différentiels. Et en définitive, on va proposer l'examen de confirmation du diagnostic qui consiste à mesurer les pressions intramusculaires. Ceci se fait avec différents types de moniteurs de pression. Nous, depuis plus de 20 ans, on a pris l'option d'avoir des cathéters de monitoring ambulatoire pour des questions d'accessibilité, parce qu'en fait, on a des sportifs qui déclenchent dans des modalités tellement spécifiques que parfois on est amené à faire le test sur le terrain de sport. Là, ça concerne bien évidemment le pyramidion du très haut niveau. Et en définitive, tous les types de cathéters qui ont été évalués n'ont pas montré de différence dans l'évaluation. Le but étant de mesurer les pressions intramusculaires en pré-exercice et en post-exercice immédiat, exercice qui doit reproduire l'intensité maximale des douleurs connues par le sportif qui se présente. On retient les critères de Pedovic qui ont été énoncés en 90, lesquels critères font l'objet de discussions en termes de valeur seuil, de méthodologie. Est-ce qu'on le prend en orthostatisme ou en décubitus? Nous, on a pris, pour avoir une homogénéisation des statistiques de données de recueil, le décubitus. Et en définitive, lorsqu'on a confirmation par cette mesure de pression élevée, on rentre dans le cadre d'une discussion qui fait intervenir différents éléments clés. Alors nous, il y a toujours dans les pathologies le triptyque, quelle pathologie j'ai, le profil du patient et en définitive, quel arsenal thérapeutique je vais mettre en œuvre. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à outils? On aimerait des choses binaires, hein, une pathologie, un traitement, mais ça ne se passe pas comme ça, parce qu'en médecine du sport, on a quand même une particularité qui n'est mentionnée dans aucun livre universitaire, c'est que dans notre prise de décision, on a le facteur temps, ce qu'on appellerait la pression calendaire. Alors, les axes thérapeutiques, vous avez les 4, on va les passer brièvement. C'est soit la baisse de la charge d'entraînement, la diminution du kilométrage, pour ceux qui sont montés trop vite en charge dans leur kilométrage hebdomadaire couru. On peut avoir des corrections de technopathie. Alors là, c'est dans le milieu militaire américain que ça a énormément été décrit. Alors c'est assez facile parce que c'est, on va dire, comme en France, c'est l'adjudant-chef qui décide de combien de kilomètres on court et combien de fois par semaine. Donc forcément, on peut réduire le volume de course. Le traitement médical innovant qui a été évoqué, alors nous on ne l'étudie pas, on ne l'a pas utilisé, exploré sur la pathologie des sièges poplité vasculaires. Par contre, dans le syndrome de Loge chronique, il présente des gros avantages, c'est que c'est un effet rapide et c'est intéressant en particulier pour des gens qui sont en une demande ponctuelle. Exemple, dans les recrues militaires actuelles, on cherche des spécialisations. On peut avoir quelqu'un qui est ingénieur en informatique, qui doit passer le concours d'entrée militaire avec des épreuves sportives et qui là révèle un syndrome de Loge chronique, mais une fois intégré l'armée, n'a pas forcément d'entretien physique avec la course quotidienne. Donc lui, ça peut être intéressant parce que ça peut lui permettre de continuer à s'entraîner, de passer son concours et puis finalement d'intégrer et de signer son contrat. Les inconvénients, c'est l'accès confidentiel qui est pour l'instant réservé au milieu hospitalier. C'est hors AMM, puisque je vous rappelle qu'initialement, c'est utilisé en neurorééducation pour la spasticité. Ça représente un coût. Et l'inconvénient, c'est l'effet temporaire qui est variable selon le patient et selon les doses administrées. En définitive, le traitement chirurgical chez le sportif à demande, à exigence calendaire ou à profil d'évolution vers un accès au sport professionnel est privilégié et se discute bien évidemment avec son staff. Alors le principe, c'est d'ouvrir les loges. Alors selon la loge concernée, on a des voies d'abord antérieures, mini-invasives, on ne fait plus les grandes fermetures éclairs. L'accès de la loge antéro-externe expose au traumatisme donc opératoire de ce tronc du nerf fibulaire superficiel sur lequel il faut attacher une importance particulière. Je ne vous montrerai pas la vidéo, vous voyez c'est ici la vue de ce nerf fibulaire, donc qui est tout de suite repéré et mis en protection avant d'inciser.
et les résultats et la méthodologie opératoire, et à la fois la combinaison de l'aponevrotomie et de toute une mise en place post-opératoire qui est évaluée, qui ne fait pas véritablement l'objet d'un consensus, puisque là vous avez un peu des revues de littérature, et je vais juste vous donner ce que nous avons de manière collégiale, à la fois avec les médecins du sport, médecins physiques, chirurgiens orthopédiques et chirurgiens vasculaires, mis en place pour essayer d'optimiser. Ça, c'est le résultat de 30 ans d'expérience collective. Donc nous, on préconise la marche le plus tôt possible, parfois le jour même de la chirurgie ou le lendemain. L'ablation des agrafes se fait assez rapidement, et au J21, la plupart du temps, on incite à reprendre une activité de marche dynamique et de footing alterné qu'on monitore avec vraiment précision, une projection temporelle, une planification. Les complications sont peu fréquentes dans les aponeurotomies de loge antérieure, beaucoup plus fréquentes, vous voyez 35 à 40% dominées par hématome, thrombose et sepsis pour les loges postérieures, et donc conditionne les récupérations post-opératoires. Quand tout se passe bien, on annonce un délai moyen de récupération, de retour, return to train, donc un retour à l'entraînement régulier suivi du compétiteur à 6 semaines pour les loges antérieures et les loges externes, mais beaucoup plus long à 2 mois et demi sur les loges postérieures. Donc 85 à 90% de résultats positifs sur les loges antéro-externes et 60 à 65% sur les loges postérieures. Vous voyez, c'est un peu moins séduisant avec un taux de récidive non négligeable. Alors ça fait l'objet bien évidemment de discussions en cas d'échec de chirurgie. En conclusion, les syndromes de loge chronique rentrent dans le cadre du démembrement diagnostique de ces pathologies de syndrome douloureux chronique des membres inférieurs, en particulier dans les segments sous-gonal. Il est évoqué sur l'anamnèse chez un jeune sportif qu'il ait des facteurs de risque cardiovasculaire, mais dans la grande majorité qui n'a aucun risque cardiovasculaire. Le diagnostic de confirmation passant par la mesure directe des pressions intramusculaires sensibilisées par une épreuve d'effort qui est propre aux sportifs. La discussion thérapeutique se fait selon le profil de demande fonctionnelle et le calendrier sportif. Les aponeurotomies des loges antéro-externes sont peu morbides et donc très positives dans leurs résultats. Et donc on est très peu frileux à faire opérer un jeune sportif qui présente un syndrome de loge chronique antérieure. La place de la toxine botulique est à évoquer dans les discussions avec le patient et les thérapeutes qui ont leur usage et maîtrisent la technique. Qu'est-ce qu'il en est des échecs et des récidives de la chirurgie? Là, ça fait l'objet encore de grandes joutes de discussions pluridisciplinaires. Je vous remercie pour votre attention et reste ouvert à vos questions.